L'une des armes les plus discrètes du Kremlin se trouve en Afrique, vous avez bien entendu. En moins de 10 ans, un groupe armé est passé de l'ombre à un rôle central dans au moins 7 pays africains. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les faits, les chiffres et les récits derrière Wagner, pour comprendre ce qui se joue réellement sur le plan géopolitique derrière sa présence sur le continent africain. Pour comprendre pourquoi Wagner occupe une place si importante en Afrique aujourd'hui, il faut revenir à son origine et comment le groupe s'est construit dans l'ombre du pouvoir russe. Le groupe Wagner apparaît au début des années 2010. Officiellement, il s'agit d'une société militaire privée. Dans les faits, c'est une force armée non officielle utilisée pour servir les intérêts stratégiques russes. Son visage le plus connu, Prigojine. Ancien détenu devenu homme d'affaires, proche de Vladimir Poutine, il est surnommé le cuisinier du Kremlin. Pendant des années, Wagner opère dans le flou juridique total. La loi russe interdit les mercenaires, mais Wagner combat en Syrie, en Ukraine et surtout en Afrique. Avant 2023, le groupe comptait entre 25 000 et 50 000 combattants selon les estimations occidentales. Wagner fonctionne alors comme une armée parallèle, rapide, violente et surtout déployable sans responsabilité officielle de l'État russe. En 2023, tout bascule. Prigojine lance une mutinerie avortée contre Moscou. En 48 heures, Wagner passe d'un outil stratégique à celui de menace interne. Les conséquences sont immédiates. Prigojine est éliminé quelques mois plus tard. Wagner est officiellement démantelé. Une partie des combattants est réintégrée au sein du ministère de la Défense russe. Et les opérations africaines passent sous contrôle direct du Kremlin, notamment via Afrika Korps. Message clé, Wagner ne disparaît pas, il se transforme. En effet, Afrika Korps combat moins mais il structure davantage. Il sécurise les régimes en place, protège les sites miniers et encadre les forces armées locales. L'objectif est clair, ancrer l'influence russe en Afrique sur le long terme. Ce passage sous contrôle direct du pouvoir russe confère au groupe une nouvelle légitimité. Pour de nombreux régimes africains, Wagner puis Afrika Korps n'est plus perçu comme une milice opaque, mais comme un instrument assumé de l'État russe. La coopération n'est plus présentée comme le recours à des mercenaires, mais comme un partenariat d'État à État avec la Russie. Afrika Korps est un Wagner 2.0, plus structuré et sous responsabilité directe du Kremlin. Puis si Wagner puis Afrika Korps se sont imposés en Afrique, ce n'est pas un hasard. Le continent concentre 3 facteurs décisifs, une instabilité sécuritaire persistante, un rejet croissant de l'influence occidentale et une richesse en ressources naturelles stratégiques. Wagner propose alors un modèle simple, soutien militaire et protection des régimes en échange d'un accès politique, économique et minier. Et ça marche. Selon plusieurs cartes et estimations, la présence russe serait passée d'environ 2000 hommes dans 4 pays en 2020 à 5000 hommes dans au moins 7 pays en 2025. Libye, Mozambique, Centrafrique, Mali, Burkina Faso, Niger et Soudan. Cette présence est également soupçonnée, sans confirmation officielle, dans plusieurs autres pays africains. Illustrant une stratégie discrète et structurée, mais surtout en progression constante. Au Mali, le tournant intervient en 2021. Après le retrait progressif des forces françaises de l'opération Barkhane, la junte au pouvoir se tourne alors vers la Russie. Wagner est alors perçu comme une force plus offensive, moins contrainte politiquement et présentée comme une alternative à la France, dans un contexte de discours anti-France et anti-occidental croissant. Environ 1000 combattants sont déployés. Objectif officiel, lutter contre les djihadistes. En échange des compensations financières ainsi qu'un accès aux mines d'or est accordé à des entreprises proches de Wagner. Mais cette présence est interprétée très différemment selon les observateurs. En Europe, le discours est largement négatif. Wagner est décrit comme un bras armé clandestin du Kremlin, un facteur d'instabilité régionale, un groupe responsable d'exécution, de torture et de pillage, et surtout un rival direct des intérêts français et européens. Pour de nombreux médias européens, Wagner incarne une nouvelle forme d'ingérence, parfois qualifiée de néocolonialisme russe. Mais en Russie, la lecture est presque inverse. Présentée comme une aide demandée par des États souverains, une alternative à un Occident jugé inefficace, une force qui combat réellement le terrorisme et qui propose une coopération sans conditions politiques. Ainsi, on peut lire sur le média russe Gazeta que Wagner pomogli stabilizovat situacию, ce qui signifie que Wagner a aidé à stabiliser la situation. On parle ici de la Centrafrique. Ainsi, Wagner est vu comme une force stabilisatrice par les Russes, ce qui renforce que l'intervention russe est donc décrite comme une coopération gagnant-gagnant. Fait marquant, malgré plus de 10 ans de présence occidentale au Sahel, l'insécurité a continué de progresser. Les accusations d'exaction de Wagner sont de leur côté présentées comme de la désinformation occidentale. 2 récits diamétralement opposés, révélateurs d'une guerre d'influence entre l'Europe et la Russie pour le contrôle de l'Afrique. Mais Wagner révèle une stratégie russe beaucoup plus large avec 3 objectifs majeurs. Gagner en influence diplomatique pour obtenir des alliés à l'ONU et affaiblir le poids occidental,
accéder aux ressources stratégiques, hors diamant pétrole représentant des milliards, déployer une présence militaire indirecte, sans base officielle, sans déploiement massif de l'armée russe. Cette présence sert de catalyseur pour renforcer la confiance politique, faciliter les contrats d'armement et ancrer la Russie comme partenaire sécuritaire de long terme. Un fait marquant, avant 2010, l'Afrique représentait environ 10% des exportations d'armes russes. Aujourd'hui, cette part dépasse 30%. Wagner n'est donc pas seulement un groupe de mercenaires accusés d'exaction, comme il est souvent présenté dans les médias occidentaux. C'est avant tout un outil puissant d'influence géopolitique russe en Afrique. Il est le symbole d'un basculement plus large des rapports de force internationaux sur le continent. On assiste donc à l'émergence de nouvelles puissances comme la Russie ou la Chine et au recul d'anciennes puissances coloniales, notamment la France. À la différence de la Chine qui privilégie l'économie, la Russie utilise une force discrète, hier Wagner, aujourd'hui Afrika Korps, pour étendre son influence. Ainsi, Wagner raconte une histoire plus large que celle de la Russie, celle d'un continent redevenu central dans la rivalité des grandes puissances. Sous Wagner, Afrika Korps ou d'autres noms, la présence russe en Afrique devrait continuer de s'étendre. Mais la vraie question reste ouverte. Cette nouvelle influence apportera-t-elle souveraineté et stabilité ou remplacera-t-elle une dépendance par une autre ? Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour plus de contenu en lien avec la géopolitique.